Bonjour, bonsoir les amis, je vous espère une très bonne fin de Ramadan et let's repli comme c'est comme salawatkum et tawakkal ala Allah. Alors cette vidéo je vais vous présenter l'anime qui est normocytaire. Dans la précédente on a parlé de microcytaire. Quand le VGM il est moins de 80, dans ces 6 le VGM il est dans la norme. Ça veut dire que la taille du globule rouge elle est presque dans la norme. Alors la prochaine étape quand on a un VGM qui est norme, on sait bien qu'il est une anémie qui est normocytaire, euh, on va faire le calcul du taux de réticulocytes pour savoir, pour plus spécifier quel type d'anémie il s'agit. Alors, quand le taux de réticulocytes est bas, on parle d'une anémie qui est arégénérative, et quand le taux de réticulocytes est haut, on parle d'une anémie qui est régénérative. Arégénérative, ça veut dire que la production de réticulocytes elle est basse par rapport à la norme qu'elle doit être produite. Ça veut dire que le problème vient du central ou de l'usine de production de ces cellules, c'est la moelle osseuse. Alors là, la raison de cette anémie peut être une aplasie médulaire, une carence en fer B9 et B12, une mauvaise synthèse des cellules jeunes, etc. Alors, en ce qui concerne, c'est une mauvaise production de réticulocytes. La deuxième ou le deuxième type d'anémie lié au taux de réticulocytes est régénératif, ou on peut aussi appeler périphérique parce que c'est au niveau de la périphérie ou du sang périphérique. On a un taux de réticulocytes qui est haut. Pourquoi il est haut? Parce que le problème ou l'anomalie, elle est au niveau de périphérie. Ça veut dire que l'anémie ou la diminution du taux d'hémoglobine ou de globules rouges, elle est au niveau du sang et le central ou l'usine essaie de produire plus de réticulocytes pour remplacer les failles ou les cellules qui sont mortes dans le sang. Alors on l'appelle une anémie qui est régénérative et on la compose à deux types distincts de types qui est l'hémorragie aiguë. Alors soit elle est régénérative, soit cette anémie est à cause d'une hémorragie aiguë, soit à cause d'une hémolyse qui est la destruction de la globule rouge. L'hémolyse en distingue de type qui est intracorpusculaire et extracorpusculaire. Alors intracorpusculaire, ça veut dire que le problème ou l'anomalie, elle est au niveau de la cellule, de la globule rouge, c'est-à-dire à l'intérieur de la globule ou de la constitution de cette cellule, il y a eu une anomalie, alors soit de la membrane, soit de l'hémoglobine, ou soit un déficit enzymatique. Et l'extracorpusculaire, ça veut dire que l'anomalie, elle était à cause d'un intrus ou d'une cellule qui est ennemie ou autre chose qui est venue et qui a perturber la synthèse de cette hémoglobine ou de cette globule rouge. Alors on l'appelle extracorpusculaire. Là on a soit immunologique, soit non immunologique, soit qui est toxique ou mécanique, qui peut être des angiopathies ou des maladies chroniques ou infectieuses, une infection bactérienne ou parasitaire, etc. Alors, en ce qui concerne l'hémolyse intracorpusculaire, on a l'anomalie de la membrane ou l'anomalie des composants de la membrane, mutation de ces derniers ou un déficit. Alors, on commence par un petit rappel de la structure de la membrane érythrocytaire. La membrane érythrocytaire, elle contient une quinzaine de protéines majeures et des centaines de protéines mineures. Et on peut la diviser à trois secteurs, grands secteurs qui sont la bicouche ou la double couche de phospholipides qui est juste en haut ici, et la squelette ou la cytosquelette qui est un réseau complexe de protéines qui comporte soit spectrine avec les deux chaînes alpha bêta, soit ankérine, soit la protéine 4,2 bantry, etc. Et on a les protéines transmembranaires qui ont comme rôle la liaison entre la cytosquelette et la bicouche, qui sont soit glycophorine C, glycophorine A, etc. Alors, en ce qui concerne, alors là c'est la structure de la membrane avec les protéines. Donc on a cité les plus principaux, les plus utilisés pour nos diagnostics. Alors les anomalies de la cellule rouge, on a
quatre anomalies plus souvent rencontrées. Soit la première est la sphérocytose qui est la plus commune. La sphérocyte parce qu'on a des sphérocytes dans le sang à la place des érythrocytes. On a un grand nombre de sphérocytes. Et la différence entre un sphérocyte et un érythrocyte, c'est que la sphérocyte, elle est une cellule qui est très correcte, non flexible, rigide, qui n'est pas biconcave. Alors là, disons ça, c'est un érythrocyte. Si on le voit de cette vue, de cette place, alors on le voit de cette façon, avec des caves dans les deux côtés, haut et bas. Alors il est comme ça, mais il a une, comme une certaine cave dans les deux côtés, alors que le sphérocyte il est très correct et il n'est pas flexible et alors il peut être détruit par les macrophages ou les macrophages, phagocytés par les macrophages. Le deuxième type qui est aussi rencontré après la sphérocytose est l'elliptocytose. L'elliptocytose est la formation ou la présence de elliptocytes qui ont une forme de ellipse de cette façon, de cette forme. Et l'autre forme, c'est la stomatocytose qui ont cette forme. Après l'acanthocytose qui ont une forme de hérisson qui est un cas qui est très rare. Alors, pour le pathogénèse ou le pathogénèse de ces cellules, de ces anomalies, j'ai préparé un petit tableau ici pour distinguer entre les quatre types. On a ici les protéines, spectrine, ankyrine, protéine 4,1, la protéine 4,2, BAN3, glucophorine, stomatine. Alors là, c'est sphérocytose héréditaire, elliptocytose héréditaire, stomatocytose héréditaire, acanthocytose héréditaire. Alors quand on a une mutation de spectrine, déformation de spectrine, mutation, on a ça peut résulter à une sphérocytose héréditaire. Souvent, elle résulte à une sphérocytose héréditaire ou elliptocytose héréditaire, et dans des formes sévères, la pyropoikilocytose héréditaire. Je n'ai pas parlé de cette forme. Alors, pyropoikilocytose, celle-ci, elle a des formes qui est polymorphe. C'est une forme sévère de l'elliptocytose. Alors, quand on a spectrine alpha ou bêta qui est élevé et qui a une grosse mutation, là on peut se retrouver avec une sphérocytose héréditaire. Ou s'il y a une mutation de spectrine, on peut se retrouver avec elliptocytose héréditaire. Mutation d'ankyrine, on peut se retrouver avec sphérocytose héréditaire. De la protéine 4,2, sphérocytose héréditaire. BAN3, sphérocytose, la BAN3 3, sphérocytose héréditaire. La protéine 4,1 elliptocytose héréditaire. BAN3 aussi, on peut se retrouver avec la stomatocytose héréditaire ou la acanthocytose héréditaire. Glycophorine avec l'elliptocytose héréditaire. Mutation de stomatine, stomatocytose héréditaire. Alors, la sphérocytose héréditaire ou la maladie de Minkowski-Schoffer est la plus fréquente. Elle affecte sur 5000 individus. L'anomalie de la spectrine et ankyrine alors spectrine, ankyrine et protéine 4 déstabilise la double couche de phospholipides. Alors la membrane libère des microvésicules et devient sphérique et rigide. Alors c'est ainsi que les sphérocytes elles sont phagocytées par les macrophages au niveau de la rate. Alors pour la clinique ou les signes cliniques, on a 3 signes cliniques souvent rencontrés qui sont l'asthénie chronique, l'ictère et la splénomégalie. L'ictère parce qu'il y a une libération du bilirubine après la phagocytose des globules rouges. Alors les signes biologiques, on a un VGM qui est normal, c'est une normocytose.
Et il y a une anémie modérée souvent, réticulocytes qui sont élevés, régénératifs, il y a leucocytes et plaquettes qui sont normaux, et le CCMH qui est élevé parce que la globule rouge, il y a une hyperchromie et il est déshydraté. Alors pour les aussi il y a la présence des sérotypes bien sûr dans le frottis sanguin qu'on peut voir grâce à la microscopie. Alors myelogramme n'est réalisé que quand il y a l'aplasie. Autre examen comme le test de Coombs pour enlever l'hypothèse qu'il s'agit d'une anémie qui est hémolytique immunologique. Cytométrie en flux bien sûr qui est la plus précise, qui est le test le plus précis. ECTA, cytométrie en gradient osmotique, test de fragilité ou en solution hypotonique. Alors, le diagnostic est positif facilement quand on a des antécédents familiaux parce qu'elle est héréditaire et des signes cliniques et sphérocytes, la présence de sphérocytes et un test de EMA ou de cytométrie en flux qui est positif. Alors, puisque c'est une anomalie héréditaire, alors la transmission est 75% autosomale dominante et 25% autosomale récessive ou mutation de nouveau. Pour le traitement, un suivi clinique simple, une surveillance des hémogrammes, et si la forme est sévère, alors là, on en a besoin d'une transfusion, supplémentation de folate ou splénectomie après 5 ans si une mauvaise croissance. Et c'est le même cas pour les autres anomalies. S'il y a une mauvaise croissance, la splénectomie est la dernière phase. Pour l'elliptocytose, 90% asymptomatique, découverte fortuite, et 10% après une hémolyse modérée. Dans le signe biologique, 80% d'hémogramme est normal, et 10% une hyperréticulocytose avec anémie, et la présence de elliptocytes dans le frottis sanguin, 50 jusqu'à 90% de globules rouges chez l'adolescent et l'adulte. Mais chez le nouveau-né, les lymphocytes sont très rares et l'aspect du frottis sanguin se rapproche de celui de la pyropokélocytose héréditaire qu'on a montré ici. Et pour la stomatocytose et l'acanthocytose, aussi si la maladie ou la forme devient sévère, là on en a besoin d'une transfusion et une splénectomie si une mauvaise croissance. Et aussi on peut diagnostiquer ce type d'anomalie avec la présence de stomatocytes et acanthocytes, etc. Et j'espère que cette vidéo a été serviable pour vous et je vous retrouve Inch'Allah dans la prochaine pour la suite de ce type d'anémie. À tout à l'heure. À la prochaine. Bye bye.